Ok, nous sommes live. Bonsoir et bonjour à tous. Ici c'est Nadi et Serge Kakilimbe du JCTU LTD et bienvenue dans notre émission hebdomadaire, le B2Co. Et aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle analyse à la clôture des marchés, enfin marché financier et les cryptos ne clôturent pas, donc on va commenter un peu les deux en parallèle et on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, l'évolution du prix et on va couvrir un peu d'actualité. Donc Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge, bonsoir à la communauté. Donc, comme chaque semaine, voilà, on recommence. Alors, le crypto market évolue en deux blocs. Le premier voit le Bitcoin baissier et montre de la faiblesse par rapport au niveau des 10 000 dollars avec une chute sous ce niveau psychologique une nouvelle fois. Les altcoins ont connu une semaine haussière en relation avec la baisse de la domination du BTC. C'est un point super intéressant pour commencer. Donc là, si vous suivez tous le marché, comme vous le voyez à l'écran, on a un BTC maintenant qui est dans la zone des 10 100. Et vous voyez que ça fait durant un bon bout de temps qu'il maintenait ce niveau, donc les 10 100, 10 200, donc légèrement, on va dire, en dessous des 10 500 et les 10 000. Et on a vu que récemment, il a eu un dip, donc on a perforé ce niveau psychologique des 10 100, perforé le niveau des 10 000 et on a plongé bien bas. On avait déjà, comme on va voir à l'analyse technique dans quelques temps, on avait déjà testé un niveau clé, donc c'était le niveau clé des 9 500 dollars. Et là, on voit qu'on a replongé à ce niveau et en moins de 24 heures, on est revenu, on s'est récupéré au niveau des 10 100. Donc là, je vous avoue que c'était une semaine qui était, même ce mouvement, durant cette semaine qui était une semaine très particulière, et ce mouvement aussi était très, très, très particulier parce qu'il s'est passé pas mal de choses. La Fed, il y a eu beaucoup de choses aussi dans tout ce qui est stock market au niveau économique. Et au même moment, on voit quoi? On voit un Bitcoin qui est tombé subitement et qui est remonté subitement, mais sans savoir pourquoi. Il y a eu aussi quelques annonces qui ont été faites au niveau de Van Eck et de Bitwise par rapport à la SEC qui, entre parenthèses, retirait leur ETF Bitcoin. Donc là, en gros, le ETF Bitcoin, ça fait longtemps qu'on attendait, mais on n'a rien vu de plus par rapport à cela. D'un autre côté, on a quoi? On a le BACT qui, normalement, va commencer, enfin, a déjà commencé avec quelques clients, mais maintenant, on aurait réellement le lancement des futurs, etc., etc. Donc là, c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc, on verra comment cela va évoluer. Mais il y a eu des choses qui étaient très, très, très spéciales, si on peut dire ça comme ça. D'un autre côté, pour en revenir à ce qu'on disait, donc les deux blocs, donc le bloc c'est quoi? BTC baissier, donc un marché qui va à l'inverse, donc une corrélation inversée plutôt, BTC baissier et le reste des cryptos, donc les altcoins qui étaient en hausse. Et donc là on l'a vu, donc là on va revenir dessus et spécifiquement on va se focaliser sur trois cryptos. Et qu'est-ce qu'on voit au même moment? Au niveau de la market cap, on avait des niveaux clés. Donc c'était les 270 milliards de dollars qu'on a maintenus. On est tombé légèrement plus bas, donc dans la zone des 262 milliards de market cap. On a récupéré les 270 milliards, mais qu'est-ce qu'on constate au même moment? La dominance du BTC a chuté. Lorsque la dominance du BTC était dans la zone des 70% et légèrement au-delà, on avait un Bitcoin qui se maintenait dans sa zone bien plus proche des 10 500, tenté de pousser vers les 10 800, voire les 11 000. Mais d'un autre côté, on avait les altcoins qui étaient baissiers. Donc, on a vu des cryptos comme ETH baissier, le BNB baissé dans la zone des 20 dollars, maintenant se récupérer légèrement et pas mal de choses comme ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, la dominance du BTC a chuté de 70%, tombé proche des 66-67% en moyenne, donc on va dire entre 2,5 et 3%. Et d'un autre côté, on voit quoi? C'est ce qui a permis au altcoin de monter. Lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau des migrations de capitaux, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on n'a pas de nouveaux capitaux qui ont été injectés. Si vous regardez bien, on n'a pas perforé le seuil des 275 milliards de résistance au niveau de la market cap. Pourquoi? On n'a pas eu de nouvelle injection de capitaux qui viendraient hors de l'écosystème crypto. On a juste vu un transfert, si on peut dire ça comme ça, qui s'est passé du BTC vers les cryptos alternatives. Pourquoi? La market cap nous dit qu'on n'a pas eu de nouvelle injection de capitaux. Donc on voit que le BTC a vu du capital migrer hors, hors de son, de la participation à cet actif et on voit que c'était injecté dans le XLM, dans le XRP, dans le ETH et dans d'autres choses. Donc là, on va continuer. Donc, Nadi, s'il te plaît, slide suivant. Alors, crypto écosystème au 20 septembre 2019. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est ce que je disais au début. Donc là, on voit exactement ce qui s'est passé, mais sous forme d'infographie. Donc on voit, ça c'est la semaine, donc le BTC, les 10 100 avec une chute de moins 2,5%. Et comme vous regardez d'un autre côté, tout le bloc avec les cryptos alternatives, on voit le ETH d'Ethereum qui a pratiquement pris 20%. On voit le XRP qui est au-delà des 10%. Et on constate quoi encore? Le XLM qui a pris énormément et le IOTA aussi et tout le reste. On voit MakerDAO qui a pris, on voit le BAT qui a pris. Mais qu'est-ce qu'on constate? On voit les altcoins en hausse
Et d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit en rouge? Eh ben, on voit le Tether en rouge et on voit le BTC. Et maintenant, on va dire, on voit le Monero aussi comment dirais-je, qui est en rouge. Donc, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et rappelez-vous, hein, par rapport à tout cela, avec la hausse des cryptos comme ETH, XRP, etc., etc., et la baisse du BTC et la sortie de stablecoin pour revenir en crypto volatile et donc principalement les altcoins, la market cap n'a pas bougé. On n'a pas passé le cap des 270 milliards. On était légèrement au-dessus, donc les 272, mais on est revenu clôturé juste en dessous. Donc là, c'est vraiment quelque chose de super, super intéressant. Et comme on le voit, bah, c'est juste le capital qui bouge, on va dire, du Bitcoin et du stablecoin vers les cryptos alternatives. Donc voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Le stock market reteste la zone des ATH avec incertitude, mais les risques de récession sont toujours d'actualité et la semaine fut très agitée. Pétrole, USA, Chine. La Federal Reserve a baissé les taux d'intérêt et est intervenue sur les marchés à 2 reprises pour stabiliser le système. Le gold est de retour au-dessus des 1500 $. Donc là, comme vous le voyez, comme on voit l'image qui nous dit ben, Wall Street en hausse, mais avec réellement quoi? Avec beaucoup, beaucoup de weakness, donc beaucoup de faiblesse. Donc on est revenu en ATH. Vous voyez les niveaux de clôture du S&P et du Nasdaq. Vous voyez le Nasdaq, ça c'est le composite au-dessus des 8000 points. Le Nasdaq, c'est dans la zone des 7900, donc pratiquement en flirte avec les 8000. Mais on va se focaliser sur le S&P. Légèrement, enfin, durant la semaine, on avait dépassé le niveau des 3000, on avait fait les 3025 points, 3050 points, et maintenant, vous voyez qu'on est redescendu en dessous des 3000, donc on est vraiment là, revenu en ATH, donc all-time high, donc haut historique, mais avec de la faiblesse. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'incertitudes. Vous voyez bien, comme on le dit, les stocks sont tombés vendredi. Wall Street et quoi? Ils ont des soucis par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va se passer entre les États-Unis et la Chine? C'est encore d'actualité. Les discussions de tout ce qui est trade tariffs, etc., etc. D'un autre côté, on a vu ce que la Fed a fait. Donc, beaucoup de personnes ne savent pas et ça, comment dirais-je, ça a généré pas mal d'incertitudes. La Fed a baissé les taux d'intérêt de 25 points base. Donc, ils veulent maintenir les taux d'intérêt entre 2% et 1,75. Donc, ils pourront encore baisser cela. Donc, on était à 2,50 à un moment donné. Dernièrement, on était au 2,25, on a baissé de 25 points base, donc 0,25%, tombé au 2%, et maintenant, dans les mois à venir, dans leur prochaine réunion FOMC ou autre, on pourrait tomber dans la zone des 1,75. Et donc voilà en gros ce qu'ils veulent. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre les 17 et 18? Au même moment où ils ont fait cela, donc la réunion c'était celle du FOMC, donc le Federal Open Market Committee, les mercredis, et au même moment, la Fed est intervenue sur le marché à travers la Fed de New York, donc la Réserve fédérale de New York opère dans les marchés, donc là, au New York Stock Exchange, etc. Donc là, quelque chose que très peu de personnes savent. Et on a vu qu'il y a eu ils ont injecté des capitaux, mais beaucoup de capitaux. Donc dernièrement, on a vu qu'ils ont encore injecté 53 milliards de dollars. Il y avait à un moment donné, ils avaient injecté un peu plus. Et au total, durant cette semaine, on a vu que la Fed est intervenue dans les marchés à hauteur de 120, entre 125 et on va dire moins de 130 milliards de dollars. Donc dans la zone, dans les régions des 120, 125 milliards de dollars pour perpétrer pas mal de choses. Pourquoi? C'était par rapport à ce qu'on appelle au repo rates. Donc je ne vais pas tenter d'être trop technique ici. Les repo rates, ce sont des taux overnight. Donc ce sont des taux de prêt que l'on a, on va dire, d'une journée à une autre. Et ces taux sont montés énormément. Pourquoi? Parce que les banques ont en dépôt les capitaux des grosses corporations. Maintenant, à un moment, lors de chaque publication trimestrielle, les corporations doivent payer des taxes. Donc, les fonds qu'elles ont, qui sont déposés dans les comptes bancaires et dans les banques du système, à un moment donné, se sont vus, on va dire, pratiquement vidés. Pourquoi? Tiens, tous ces fonds ont dû être, comment dirais-je, transférés pour payer leurs taxes, etc., etc. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait plus rien du tout, plus rien du tout. Moins de fonds, et dans le même moment, on a vu quoi? Les taux d'intérêt, donc les repo rates, qui sont montés rapidement. Et donc, la Fed est intervenue pour calmer tout cela. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus, on va dire, de cash, d'argent pour faire du roulement, les banques ici, peut-être, comment dirais-je, sont en problème. Donc, une grosse crise de liquidité, et ça peut impacter le système. On va dire, mais quel est le rapport entre cela et le stock market? Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de ETF, on a beaucoup de produits qui sont réhypothéqués, il y a beaucoup d'ingénierie financière et de tout dépend de ce qui est en garantie bancaire, c'est-à-dire quoi les dépôts qui sont faits. Un exemple, je suis une banque A et une banque B, je te prête autant, mais le taux, on va dire, tu as besoin de faire une opération pendant X jours, 3-4 jours, mais chaque jour, tu me devras autant de pourcents. Mais pourquoi? Je peux te faire confiance parce que je sais qu'il y a de l'argent qui est déposé chez toi. Pourquoi? Apple est un de tes clients et Apple a déposé de l'argent dans ton compte bancaire. Donc, je sais que tu as de quoi couvrir cela. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque Apple prend son argent et va faire autre chose avec? Donc, on va payer ses taxes ou quoi que ce soit. Toi, tu n'as plus rien, tu n'as plus de collatéral. Donc, pourquoi je dois te faire confiance?
Vu ce manque de confiance, qu'est-ce que je fais? Je t'avais mis un taux d'intérêt, on va dire à 1%. Vu qu'il n'y a plus rien, tu n'as pas assez de collatéraux pour couvrir ça, je monte le taux d'intérêt. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Ces taux d'intérêt sont montés rapidement. Donc il fallait quoi? Faire en sorte de renflouer cela. Et donc la Fed est intervenue avec des opérations assez complexes, mais pour calmer le jeu. Donc voilà en gros quelle a été la semaine de Wall Street. Donc ça, c'est point numéro 1. Et avec ça, vous mettez la baisse des taux d'intérêt, les risques de récession et maintenant les problèmes États-Unis-Chine et ce qui s'est passé aussi en Arabie Saoudite avec tout ce qui est pétrole, etc. etc. Donc voilà, ça c'est toute cette ambiance, tout ce côté négatif. Et dire, mais tiens, mais pourquoi et comment cela va impacter les cryptos? Comme vous voyez ici, on a le gold qui est revenu au-dessus des 1500 $. La dernière fois, on va dire qu'on a sonné l'alarme pour les inversions de courbe de taux d'intérêt, la baisse des taux d'intérêt, les risques de récession et les problèmes de commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un BTC haussier et un gold haussier. Tout le monde cherchait un stock de valeur. Maintenant, tiens, c'est, on va dire, c'est l'acte 2. Donc, on revient encore avec les mêmes problèmes. Donc, maintenant, on s'attend à ce que ces actifs jouent encore le rôle de hedge, donc de stock de valeur. Donc là, le gold répond à l'appel. On voit qu'il monte. Il était légèrement en dessous des 1500. Là, il a récupéré les 1524. Sa hausse, c'était les 1556 $, donc les futurs du gold, je dis bien ici. Donc les 1556 $ l'once. Et donc là, vous voyez qu'il n'est pas très loin de ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au Bitcoin? On voit le Bitcoin qui tombe, alors que maintenant, il devrait avoir une bonne performance et être haussier. Si, je dis bien si, il vient jouer le rôle d'un stock de valeur. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, ça, ce sont les gros problèmes que l'on voit, on va dire, au niveau macro et tout ce qui se passe dans les marchés. Et comment est-ce que le Bitcoin ici pourrait briller, encore une fois, en jouant le rôle d'actif stock de valeur. Donc, voilà, en gros, ce qu'on peut constater ici. Donc, poursuivons, on a dit slide suivant, s'il te plaît. Bitcoin graphique. Alors, comme on l'a vu et comme on l'a commenté, maintenant, regardons un peu les choses au niveau technique et qu'est-ce qu'on voit techniquement. Techniquement, on voit cette zone, rappelez-vous de cette espèce de triangle baissier avec les hauts dans la zone des 12 400, comme on le voit, et les bas au niveau des 9 200. Et vous voyez qu'on est en train de jouer au zigzag. Maintenant, vous voyez qu'on a un trait, donc la ligne dorée qui nous pointe les 11 000 $. Et on va dire que tout ce qui est au-dessus des 11 000 $, c'est la partie supérieure du mouvement. Et en dessous des 11 000 $ jusqu'aux 9 500, 9 200, c'est la partie inférieure du mouvement. Et comme on voit, on opère où? On opère dans la partie inférieure du mouvement. Avec cela, qu'est-ce qu'on a? On a les moyennes mobiles, bleu turquoise, celle de 7 jours, rose fuchsia, celle de 30 jours. Et on voit que le prix est en train de faire des zigzags. On voit que ces moyennes mobiles sont à l'horizontale avec beaucoup de volatilité. Donc, ça veut dire quoi? Elles s'éloignent, elles se rejoignent, elles s'éloignent, elles se rejoignent. Et on voit que le prix aussi est en train de faire des zigzags tout autour. Lorsque le prix est au-dessus de ces moyennes mobiles, on voit qu'il a tendance on a une hausse. Et lorsqu'on est en dessous, c'est baissier. Maintenant, vous voyez qu'on a un range, mais qui a diminué. C'est-à-dire quoi? On a les 11 000 et juste en dessous, on a quoi? On a la zone des 9 600 et voilà où on est. Donc, on a touché les 11 000, enfin les 10 800, pratiquement les 11 000, vous voyez, au début du mois de septembre, rejeter ce niveau. Maintenant, le 19, on a vu qu'on a un méga mouvement baissier, plongé, avoir un dip pour toucher la zone des 9 600, directement se récupérer, et voilà où on est. Donc, on revient encore dans cette zone des 10 000. Rappelez-vous, on ne veut pas clôturer, enfin, le Bitcoin résiste à une clôture sous les 10 000. Si on clôture en dessous des 10 000 et qu'on a une continuité au mouvement, voilà, du type A, B, C, D ou un mouvement de canal baissier, là, on verrait réellement le Bitcoin se mettre en direction de la zone des 9 500. Pourquoi pas les 9 200 comme on le voit à l'écran et pourquoi pas perforer cette zone et être bien plus bas. Donc voilà en gros ce qu'on voit. D'un autre côté, comme on le constate aussi, ce qu'on disait au début, il y a des choses très bizarres, si je peux dire, qui se sont passées cette semaine-ci. Dominance du Bitcoin qui baisse et en même temps, on a vu ce dip du Bitcoin et cette hausse des cryptos alternatives. Donc voilà ce qu'on constate avec le BTC. Et vous voyez, on a toujours ce mouvement horizontal avec des fluctuations de prix qui maintenant sont comprises entre, je le répète encore une fois, les 11 000 et en dessous les 9 200, 9 300. Donc voilà, slide suivant s'il te plaît. Du côté des altcoins, le sentiment haussier a surpris. Alors qu'elles dormaient et subissaient la pression de la dominance du BTC, 70% la semaine dernière. L'ETH avec 20% de hausse weekly, le XRP a connu une belle perf en gagnant près de 14% au cours de la semaine. Le XLM a eu une croissance weekly de 27,5%, chose qui lui a permis de revenir dans le top 10. Donc voilà, commençons par le dernier, le revenant, le XLM, le Stellar. Nous, on couvre le Stellar, c'est dans notre émission du mercredi, et on n'a pas vu des choses spécifiques, on va dire des choses vraiment croustillantes, vraiment quelque chose de gros qui s'est passé réellement pour justifier cette hausse de 27%. On a bien vu que la SDF, donc la Stellar Development Foundation, continue le développement.
Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. La compagnie Interstellar aussi a un nouveau PDG, etc., etc. Ils vont continuer le développement. Il y a pas mal de fonds. Ils continuent avec leur écosystème. Ils sont toujours en train de développer. OK, voilà, il y a pas mal de conférences qui avaient lieu. Les conférences annoncées, c'était les conférences Méridien. On a vu qu'ils étaient en train qu'ils sont en train d'ouvrir pas mal de nouveaux corridors, principalement dans la région latino-américaine, Mexique, etc. Donc voilà, mais rien de réellement d'extraordinaire qui, justifie une hausse de 27% au moment de la clôture, parce que la hausse était bien plus grande que cela en une semaine. D'un autre côté, le XRP, XRP pareil, mais XRP c'est quelque chose d'assez compliqué. On voit que XRP est en train de monter, mais d'un autre côté, on voit que son écosystème aussi continue à se développer. On a Coil, là, donc de Stéphane Thomas, qui est l'ancien CTO de Ripple, qui a lancé cette boîte Coil pour donner un nouveau cas d'utilité au XRP dans le domaine du divertissement. Donc là, rémunérer et permettre de faire des microtransactions pour les créateurs de contenu et être en interaction avec leur communauté et leurs fans, et etc., et leurs followers. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? La communauté Twitter de Ripple, qui s'appelle la XRP Army, n'était pas contente. Pourquoi? Les XRP, il y en a beaucoup en circulation. Les cas d'utilité ne sont pas spécifiquement géniaux et spécifiquement généralisés pour le jeton XRP à travers les services qu'offre la boîte Ripple, donc le Xcurrent, XVIA, Fiat et Xrapid qui utilisent exclusivement le XRP. Et en même moment, donc, il y a beaucoup d'offres de XRP, pas assez de demandes, pas beaucoup de transactions, le prix toujours bas. Et en même moment, on voit que la société en détient beaucoup. Donc, il y a quoi? 100 milliards de XRP, si je ne me trompe pas, ils en ont 60 milliards, ils en ont 43 milliards de XRP en circulation. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des méga transferts de XRP qui sont faits. Et donc là, pour eux, c'est quoi? Pour la communauté, c'est comme si la compagnie Ripple était en train de dumper les XRP et en train de gâcher, encore une fois, les performances du jeton dans l'écosystème crypto. Donc, voilà un peu tout ce qu'on a. Mais malgré ça, on voit le XRP qui monte plus de 10%. Donc, OK, bien évidemment, il y a pas mal de corridors qui sont faits. Ils sont internationaux, ils ont des bons... comment dirais-je, ils ont pas mal de, de gros partenariats. SBI qui a lancé un wallet, donc là c'est une compagnie japonaise. On a Line aussi qui a lancé son exchange BitMax avec le XRP intégré dedans et pas mal d'autres cryptos. Donc voilà, il y a tout ça qui est en train de se faire, mais réellement, est-ce que c'est vraiment quelque chose de, est-ce que c'est vraiment sur base de cela que le XRP est réellement en train de monter? Et surtout la question clé qu'on s'est posée nous cette semaine-ci, est-ce que cette hausse va être soutenue? D'un autre côté, on sait qu'il y a l'événement Swell qui se rapproche, donc leur conférence événement annuelle, donc qui arrive en automne. Et cette année-ci, donc là, c'est quoi? C'est fin octobre, début novembre, et on a vu qu'il y a un patron. Chaque fois, le mois ou les temps qui précèdent la conférence, le XRP a tendance à monter. Donc là, est-ce que spécifiquement pour l'XRP, est-ce que ce serait ça? Rappelez-vous que maintenant, on voit un mouvement qui est généralisé. BTC baissier, altcoin haussier. Maintenant, il y a chacune des individualités doit réellement se démarquer et montrer réellement une continuité à ce mouvement haussier. Et donc maintenant, est-ce que c'est le moment pour le XRP? Donc là, on le verra. Et pour terminer avec le TH, toujours dans cette phase pour aller dans l'Ethereum 2.0, l'écosystème qui continue à se faire. On avait le Real à Tel Aviv, si je ne me trompe pas. Et encore dernièrement, c'était où? C'était à New York, il y avait encore une rencontre des développeurs. Donc voilà, en gros, tout ce qu'il y a. Et toujours les développeurs et les implémenteurs qui sont en train de parler pour voir un peu comment ils vont implémenter et les tests par rapport à l'implémentation du Istanbul. Donc voilà, en gros, tout ce qui est en train de se faire. Donc là, pour Ethereum, voilà, rien de surprenant, on va dire, et rien d'extraordinaire. On n'a pas vu une nouvelle news vraiment super balèze qui aurait pu produire, on va dire, cette hausse. Rappelez-vous, hein, comme je l'ai dit et je le répète encore, on a une hausse en termes weekly. Maintenant, il faut que ça continue. On doit avoir une continuité à ces mouvements haussiers et bien évidemment en rapport avec, des news, des développements, des choses qui étaient faites et des véritables cas d'utilité. Donc voilà, Nadie, s'il te plaît, slide suivant. Ethereum graphique. Alors, graphique Ethereum, comme on le disait, on voit bien qu'on était très bas, donc la zone des 150 $, on est resté là durant un petit temps et maintenant on remonte. Si on regarde bien les moyennes mobiles, donc 7 jours et 30 jours, donc 7 jours bleu turquois et fuchsia c'est 30 jours, elles étaient en inclinaison 45 degrés vers le bas, donc elles jouaient le rôle de résistance. On a vu comment elles ont accompagné les hauts plus bas à chaque fois. Dernier en date, les 240. On a vu comment on a plongé sous les 200 $, atteindre les 160, 170. Maintenant, on se reprend. On voit, on est dans la zone des 180 $. Qu'est-ce qu'on a? En ligne de mire, on avait les 190 $, on avait les 200 $, et maintenant on est au-dessus, on est revenu dans la zone des 220 $. Et si on regarde bien, l'ancien haut, c'était la zone des 240 $. C'est là qu'on a pivoté. Si on remarque bien l'interaction entre le prix et les moyennes mobiles, avant, dans la phase de baisse, on était sous les moyennes mobiles. Maintenant, on est sur les moyennes mobiles. Donc, on a vu qu'il y a une convergence entre les moyennes mobiles. Avant, c'était dans la phase de baisse, c'était 30 jours qui étaient au-dessus de 7 jours.
Maintenant, c'est 7 jours qui est au-dessus de 30 jours et on a le prix qui est au-dessus de cela. Maintenant, vous voyez qu'on a atteint la zone des 220 $ et directement, qu'est-ce qu'on voit? Un nouveau pivot. Donc là, si on pivote et qu'on repart à la baisse, on aura encore un autre haut plus bas. Les 240 $, 220 $, c'est plus bas que 240 $. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc maintenant, bah, tiens, on a atteint aussi, si on regarde bien, c'était aussi un petit niveau aux alentours du 13 août. C'était un petit niveau de mini retracement dans une phase baissière de ABCD. Donc 240, 200, 200, 220 et 220 replongés au 180. Donc voilà, maintenant on sera en train de faire le parcours inverse. Donc c'est quoi? Être haussier. Maintenant, on va voir est-ce que ce mouvement va perdurer, est-ce qu'on aura une continuité à cela. Donc voilà en gros ce qu'on peut constater pour Ethereum. Enfin, l'ETH d'Ethereum. Alors, Nadie, slide suivant, s'il te plaît. Alors, graphique XRP. Alors, XRP, comme on a vu, l'autre grand gagnant de la semaine dans le top 3. Et qu'est-ce qu'on voit? On était dans la zone des 25 cents. Donc, on est tombé super bas. Enfin, super bas. On avait atteint les 24 cents. Et ensuite, on a eu un long mouvement horizontal. On a ce qu'on appelle une Inside Day Candle. Donc, la bougie exactement du 14 août. Bah, cette bougie, grande bougie rouge qu'on voit à l'écran, et depuis lors, toutes les autres bougies, donc du 14 août jusqu'à la bougie du 17 septembre, elles étaient comprises dans le corps de la bougie rouge. Et on voit aussi ce qu'on a vu, ce qu'on a commenté avec Ethereum. Donc, c'est quoi? Les moyennes mobiles, 7 jours, 30 jours, et le prix évoluait en dessous de ces moyennes mobiles. Maintenant, le prix est au-dessus de cette moyenne mobile. Convergence entre 7 jours et 30 jours, les moyennes mobiles de 7 jours au-dessus de celle de 30 jours, et le prix au-dessus. On voit qu'on est monté rapidement. Donc, vous voyez bien que le volume que l'on avait durant on va dire à partir de la grande bougie que vous voyez, celle du 13 août, et celle qu'on a eu maintenant, donc les 17 et 18 août, 17 et 18 septembre, on voit que c'est un méga volume haussier, volume atypique, on est monté très fort. Donc là, passer de 26 cents, atteindre la zone des 32-33 cents. Qu'est-ce qu'on a constaté? Éloigner des moyennes mobiles, demi-tour pour toucher quoi? Première moyenne mobile que l'on a touché, on voit bien l'interaction au niveau des 28 cents avec la moyenne mobile de 7 jours et le prix qui est aux alentours maintenant des 28 cents. Donc 28 cents 166 et le prix maintenant est aux 28 cents 978. Donc voilà en gros ce qui se passe. Donc maintenant, bah, tiens, est-ce qu'on ira aussi toucher la moyenne mobile de 30 jours qui est dans la région des 26 cents. Donc voilà en gros ce qu'on voit avec le XRP. Donc rappelez-vous, hein, est-ce que c'est un mouvement spéculatif ou réellement un mouvement qui a un combustible, donc c'est quoi quelque chose de solide, et là maintenant on est reparti pour avoir un cycle haussier ou un nouveau canal haussier ou que sais-je. Mais pour le moment on voit qu'on est monté rapidement, donc beaucoup de volume haussier et directement une réponse avec du volume baissier. Donc voilà en gros ce qu'on peut voir. Si on mettrait un Fibonacci par rapport à la zone des 24 cents et celle des 33 cents, on peut dire qu'on est dans la zone des entre les 38 et peut-être même 50% de retracement déjà par rapport à ce mouvement. Donc je dis bien des 24 cents aux 33 cents. Donc voilà ce que l'on a. On a dit slide suivant, s'il te plaît. Graphique Stellar. Alors, le XLM, qu'est-ce qu'on voit? Exactement la même chose qu'avec le Ripple. Donc, même interaction, plus ou moins même interaction avec les moyennes mobiles. Donc, 7 jours, 30 jours. Vous voyez bien dans la phase de baisse, on était en dessous de ces moyennes mobiles, scotché à celle de 7 jours, donc la bleue turquoise. Ensuite, à partir du 13-14 septembre, on marque un bas. Enfin, c'était un multiple bottom, donc là, 7 septembre. Ensuite, entre le 13 et le 15. Et depuis lors, on voit qu'on est monté. On voit bien le volume. Donc, regardez juste le volume qu'on voit en bas d'écran, le volume qu'on voit, donc les colonnes vertes. Et regardez, durant toute la période estivale, donc ce qu'on voit, c'est la fin du mois de juillet, on voit tout le mois d'août et on voit le début de septembre, volume inexistant, du moins le volume haussier. Et tout d'un coup, on voit, boum, un méga spike du volume haussier, on voit des méga bougies, on passe au-dessus des moyennes mobiles, on passe des niveaux clés, donc la zone des 6 cents, on passe aux 7 cents, on va même à flirter avec les 9 cents, et qu'est-ce qu'on fait directement demi-tour? Et comme on l'a vu avec le XRP, c'était quoi? Éloigner des moyennes mobiles de 7 jours en bleu turquois et 30 jours en rose fuchsia. Donc c'est quoi? On peut s'attendre à avoir une interaction avec cela. Même chose, si on mettrait un Fibonacci, juste partant des niveaux de les 5 cents, 3 quarts, donc au niveau du 13-14 septembre, avec la hausse qu'on a eu au niveau du 9 septembre, on est déjà au-delà des niveaux des 50% de retracement. Donc voilà en gros ce qu'on voit avec ces mouvements. Monter vite, descendre vite, donc beaucoup de volatilité. Donc maintenant, on verra ce qui va se passer. Donc d'un autre côté, s'il n'y a pas de continuité, l'issue c'est quoi? C'est un retour, donc un, plongée en dessous des moyennes mobiles, et numéro 2, retour dans la zone des 6 cents. Voilà ce qu'on peut commenter avec ce price action et des cryptos que l'on a analysés ici. Donc, je pense qu'on a tout couvert. Donc, maintenant, par rapport à pas mal de questions et pas mal de promos que l'on fait, donc rappelez-vous qu'on a nos émissions CryptoBlock News. Donc là, si vous voulez aussi y participer, donc Nadie et moi, on assure les recherches et j'assure l'enregistrement et on va dire les commentaires et les analyses des news que l'on collecte et du développement des blockchains que l'on suit. Donc, au total, on suit 50 projets.
Bitcoin, on le couvre tous les jours, donc on a un suivi en analyse technique quotidienne, plus les dernières news qui nous tombent sous la main tous les jours, et on a nos émissions qui sont subdivisées en différentes catégories. Donc là, tous les jours, donc 7 sur 7, on a des émissions, on en fait tout le temps, durant toute l'année, donc au total, on a 365 émissions, plus des émissions spéciales que l'on fait de temps en temps lorsqu'il y a des grosses choses à regarder ou on fait des analyses spécifiques Bitcoin, donc là, peu importe ce qui nous tombe sur la main et ce qui est super, super intéressant. Donc voilà ce qu'on fait pour notre clientèle en privé. Donc là, comme je dis, il y a des promotions pour le moment. Donc celles du mois de septembre vont toucher à leur fin. Donc c'est quoi? Ce sont des promotions pour avoir accès à toute notre année de service, enfin à toute année de service 2020 et par rapport aux services qui vous intéressent. Donc les CryptoBlock News ou les Global Crypto Research ou les rapports VAM et le tout, comment dirais-je, est vendu aussi sous forme de pack. Donc on a des packs qui combinent l'un ou l'autre service et en plus des services de consulting, etc., etc. Ici, on est dans la phase de la promo qui dure jusqu'au 30 septembre, avec un prix, un exemple, comme vous voyez à l'écran pour les CryptoBlock News, donc là pour 99,95, et ça c'est valable jusqu'au 30 septembre. Après, on va passer à la phase 2 des promos, donc les prix vont augmenter légèrement jusqu'au début 2020 et ça va atteindre le full tarif. Donc là, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, comme pas mal d'entre vous l'ont fait, donc c'est nous contacter, demander beaucoup plus d'informations si le besoin s'en fait ressentir et au préalable, contracter l'un ou l'autre service et on reste toujours à votre entière disponibilité pour répondre à vos questions. Et il y a pas mal de promotions, rappelez-vous, promotions pour ce mois de septembre. Donc voilà un peu une idée de pack. CryptoBlock News, on a le pack Global Block, donc CryptoBlock News, vidéo quotidienne, c'est-à-dire plus 4 rapports trimestriels. Et un dernier pack qui comprend tout ce qu'on fait durant l'année, donc les rapports VAM, donc là les rapports stratégiques. On a les rapports trimestriels et les vidéos au quotidien. Donc là, ce sont les prix pour ces packs jusqu'au 30 septembre. À partir du 1er octobre, il y aura toujours des promotions, mais avec une autre proposition de prix qui va augmenter légèrement. Rappelez-vous, donc là, ça va augmenter jusqu'à atteindre le full tarif au deuxième semaine du mois de janvier 2020. Donc là, pour nous contacter, vous avez vu le email corporatif, donc business@jctum.com. Et pour venir et contracter les services et les solutions, vous pouvez vous rediriger directement vers le web, enfin la page web que vous voyez. L'adresse web, pardon, que vous voyez, c'est le www.jctum.com. Et donc, voilà. Une fois dessus, vous passez votre commande, on confirme votre paiement et on vous rajoute dans la base de données et bienvenue pour les services. Déjà, on donne une promotion, chose que je n'ai pas dite, que maintenant en contractant les services et les solutions pour l'année 2020, vous avez ce qui reste de l'année 2019 offert. Donc là, si vous venez maintenant, donc on va dire au 20 ou au 21 septembre, il y a ce qui reste du mois de septembre, plus octobre, novembre, décembre qui vous sont offerts et toute l'année 2020. Donc voilà les petits cadeaux que l'on fait pour vous. Donc voilà, je pense que Nadie, nous c'est bien, on a tout couvert. Oui. Tu sais aussi comment faire, on a vu qu'on n'avait pas publié la vidéo, on avait fait une vidéo spéciale de notre nouvelle rubrique, la news du jour. Elle est déjà éditée, donc elle va suivre durant la semaine. Et je vais faire aussi un effort pour éditer pas mal d'émissions Genesis. On a enregistré pas mal avec Nadie, je crois qu'on en a fait, je pense, une dizaine. Hein. Enfin, je crois qu'on a une dizaine, une douzaine, on a. Donc, il y a pas mal de contenu. On va le partager aussi sur le canal. Donc là, ici, vous voyez que si ça ne sort pas rapidement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail que l'on fait. Donc là, déjà, le travail au quotidien, les news quotidiennes, les rapports trimestriels. Là, on arrive au Q4, si je ne me trompe pas, Q4 à partir du mois d'octobre. Donc, dans 10 jours, on va commencer ça. Et on est en train de finir le rapport VAM, Cashless Society. Donc, des gros, gros rapports. C'est des 10 heures, 10 à 12 heures de vidéo, des rapports de 125, 150 pages de PDF que l'on fait, plus les commentaires. Donc, c'est très, très, très lourd. Donc là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses ici. Donc là, voilà, les clients sont super contents et moi-même, nous-mêmes, on apprend énormément. Donc voilà, moi, j'ai assez parlé. Donc, Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, je vous invite à poser vos questions, hein, pour ceux qui n'ont pas compris certaines choses. Voilà, et à la semaine prochaine. Bye bye. Ok, comme dit Nadie, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez les emails ou bien dans la zone de commentaires. Essayez de passer de temps en temps pour être en interaction avec tous ceux qui sont là, mais n'hésitez pas à poser des questions et on pourra inclure cela. Rappelez-vous, il n'y a pas de questions bêtes, donc tout ce qu'on peut poser comme question, c'est toujours un plus. Même pour nous, on est tous des étudiants du marché, on n'a pas la baguette magique, on ne sait pas où le marché va aller demain. On tente d'être là, d'être informé, mais informé de manière objective et non subjective et réellement pouvoir prendre des bonnes décisions et continuer à nous éduquer. Donc un grand merci à tous. Bye bye, à la semaine prochaine.